Bien que chantée par l'écrivain Ismaël Kadare, l'Albanie reste sans aucun doute le pays le plus mystérieux d'Europe. Tirana, sa capitale, livrera pour le temps d'un séjour au pays des aigles les clés de ces contrées hermétiques. Un pays de montagnes inaccessibles où régnaient il y a encore peu de temps l'omerta, la vendetta et les codes d'honneur. Un pays fascinant où vivent encore le chacal, l'ours, le loup et le lynx. L'Assemblée nationale de Vlora proclama l'indépendance de l'Albanie le 28 novembre 1912 et approuva le drapeau à l'aigle bicéphale sur fond rouge. Il provient des armoiries de Skanderbeg, un Albanais du XVe siècle, meneur de la révolte contre l'Empire ottoman. L'aigle bicéphale est le symbole d'une Albanie religieusement divisée entre les chrétiens de tradition catholique et ceux de tradition orthodoxe. Le régime communiste y ajouta une étoile jaune à 5 branches, supprimée après la chute du communisme. Le drapeau actuel fut accepté officiellement le 7 avril 1992. La République d'Albanie, c'est-à-dire le pays des aigles, partage des frontières terrestres avec le Monténégro au nord, le Kosovo au nord-est, la Macédoine à l'est et la Grèce au sud. L'Albanie s'étend sur une superficie d'un tiers plus petite que la Suisse et compte environ 3 millions d'habitants. 70% de sa surface est montagneuse et difficilement accessible. Les principales villes sont Skëder, Tirana, la capitale, Durrës, Elbasan, Korça, Vlora et Gjirokastra. L'Albanie est l'un des pays les plus homogènes ethniquement parlant. 95% de la population est composée d'Albanais de souche. D'origine indo-européenne, l'albanais est une des plus anciennes langues d'Europe. Il existe 2 dialectes principaux. Le geg, parlé au nord du fleuve Shkumbin, au Kosovo et en Macédoine, et le tosk, parlé au sud de l'Albanie, en Grèce et en Italie. L'occupation ottomane s'est révélée particulièrement douloureuse sur le plan de la langue albanaise, au point de manquer de la faire disparaître, car l'Empire ottoman dicta une loi d'interdiction officielle et définitive de la langue albanaise sous peine de mort. C'est grâce au mouvement de la Renaissance albanaise et surtout des frères Frashëri, des poètes et des philosophes, que la langue a été sauvée. Dans l'Antiquité, le territoire qui forme aujourd'hui l'Albanie était habité par les Illyriens, peuple indo-européen qui s'est installé dans la région des Balkans 2000 ans avant Jésus-Christ. Un royaume illyrien s'étendait de la côte dalmate jusqu'à l'Albanie du Sud. Il atteint son apogée au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ et sa capitale était Shkodër. En 168 avant Jésus-Christ, Rome conquiert l'Illyrie, qui restera sous son autorité pendant plus de 5 siècles. Les Romains y construisirent la Via Egnatia, 2 voies, l'une de Durrës et l'autre d'Apollonia, se rejoignaient à Elbasan pour aller jusqu'à Byzance. À la suite du partage de l'Empire romain en 395, le nord de l'Illyrie s'est intégré politiquement à l'Empire d'Occident sous la direction de Rome, alors que le sud va à l'Empire d'Orient et dépend de Byzance. Ainsi, le nord deviendra catholique et le sud orthodoxe. Dès 1220, l'Illyrie fait partie de l'Empire bulgare, puis un siècle plus tard de l'Empire serbe, et enfin, elle appartient à la République de Venise. Après la chute de Constantinople, les incursions turques dans la péninsule se font de plus en plus insistantes. En 1389,
le sultan Mourad Ier envahit les Balkans et meurt au cours de la bataille. Son successeur, Mehmet Ier, continue l'invasion et en dépit d'une résistance rassemblée derrière Gheorghi Kastriot, dit Skanderbeg, l'Albanie succombera à l'occupation ottomane en 1417 et restera ottomane pendant les 500 années suivantes. Gheorghi Kastriot est né à Krouia en 1405. Son père était un seigneur albanais et sa mère une princesse macédonienne. Gheorghi se convertit à l'islam et prend le nom de Skander. Comme il devient général de l'armée ottomane, c'est-à-dire beg, son nom devient Skanderbeg. En 1443, il déserte l'armée ottomane et mène la révolte contre l'occupant en fondant la Ligue de Lechnay, mais en vain. Il meurt en 1468. L'histoire de l'Albanie sous l'Empire ottoman, de 1417 jusqu'en 1912, fut marquée par une succession de révoltes albanaises anti-ottomanes très durement réprimées. Face à l'agonie de l'Empire ottoman, l'Albanie lance un nouveau soulèvement et proclame son indépendance le 28 novembre 1912. Le gouvernement provisoire de l'Albanie fut décrété par l'Assemblée de Vlora le 4 décembre 1912 et Ismaël Kemali devient le Premier ministre jusqu'à sa résignation le 22 janvier 1914 quand il est forcé à l'exil par les Italiens. L'Albanie connut alors une courte période démocratique. Les diplomates occidentaux, irrités par les revendications territoriales de l'Albanie, réussirent à propulser sur le devant de la scène politique albanaise une figure moins revendicatrice envers la Société des Nations, celle d'Ahmed Zogu. Ce dernier parvient au pouvoir avec le soutien de la Grande-Bretagne et de la Serbie. Président de la République, il s'auto-proclame roi des Albanais le 1er septembre 1928. Le roi Zog Ier fit des efforts pour moderniser l'Albanie sous la forte impulsion de l'Italie. Avant la Première Guerre mondiale, le territoire albanais était occupé par différentes puissances étrangères qui cherchèrent à obtenir son démantèlement. Après la guerre, Grecs, Serbes et Italiens voulurent se partager le pays. Des députés albanais venus de tout le pays décident de gagner le village de Louchnier afin d'y affirmer la souveraineté de leur pays et au congrès de Louchnier le 8 février 1920, ils considèrent que le gouvernement albanais de Turhan Pacha, Permetti, établi à Durrës, est trop soumis à l'Italie. Le Congrès national proclame alors sa destitution et décide de déplacer la capitale de Durrës à Tirana. En 1939, le pays est annexé par l'Italie et devient un protectorat italien. Le Parti communiste albanais est fondé en novembre 1941 et Enver Hoxha en prend la tête. Tirana devient alors le centre des communistes albanais qui mobilisa des volontaires pour lutter contre les fascistes italiens et plus tard contre les nazis allemands. Le 17 novembre 1944, la ville est libérée et les communistes prennent le pouvoir. L'Albanie connaît alors, après sa libération, un gouvernement communiste stalinien, dont le dirigeant est Enver Hoxha, chef du gouvernement et premier secrétaire du Parti communiste. La République populaire d'Albanie est officiellement proclamée le 11 janvier 1946. C'est cette même année que Hoxha rompit avec Tito et s'aligna sur la Russie soviétique de Staline, dont il était un fervent admirateur. Il organisa l'alphabétisation du pays et accorda le droit de vote aux femmes. En 1961, Hoxha rompit avec Staline et se tourna vers la Chine de Mao Tse-tung.
jusqu'en 1978. Après cette période, le pays plonge dans un isolement économique et diplomatique, se fermant virtuellement au monde extérieur. I Masai përqendruar në rajonet jugore në jug të vendit tonë, kjo ndikoi me një vranësirë të shregut në territor në 24 orët e kaluara. Njëkohësisht Transmetuar dramën Bara Mokra, interpretoi trupa teatrit Andrei Zakoçani-Pikovç. L'Albanie est dès lors isolée du reste du monde jusqu'à la chute du régime communiste en 1991. Et elle subit l'un des régimes les plus sévères de l'histoire de l'Europe moderne, comptant des milliers de prisonniers politiques et des milliers de condamnés à mort. Hoxha était tenté par la sécurité de sa nation et fit construire à travers le pays de 3 millions d'habitants plus de 700 000 bunkers. Ces bunkers, toujours visibles, furent construits entre 1967 et 1985. Ils étaient constitués d'un dôme en béton de 3 mètres de diamètre, percé d'une fente de tir pouvant accueillir 2 personnes. Certains servent maintenant de nichoir à la très rare chouette d'Athéna. Avec une population hautement militarisée, le régime s'assurait que chaque famille s'occupait de l'entretien d'un bunker qui lui était attribué. Les hommes comme les femmes et les enfants recevaient régulièrement des entraînements à la défense du territoire. Ainsi, en cultivant la peur d'une attaque étrangère imminente, le dictateur maintenait son système de protection. Situé près du mont Daïti, au nord-ouest de Tirana, dans une zone militaire, un bunker géant souterrain, commandité par Enver Hoxha, après sa visite en Corée du Nord, fut construit dans le plus grand secret entre 1972 et 1978. Cette structure devait protéger la nomenclatura, c'est-à-dire l'élite du régime, en cas d'attaque nucléaire. Creusé à 100 mètres sous la montagne, ce refuge de luxe est composé de 106 pièces réparties sur 5 niveaux. Ce super bunker abrite entre autres les appartements et bureaux anti-atomiques d'Enver Hoxha, des salles de réunion et de projection, et un bar à café, ainsi qu'une salle de gym. Connu sous le nom de Bunk Art 1, ce bunker est devenu un musée. Situé au centre-ville, Bunk Art 2 est l'abri anti-atomique du ministère de l'Intérieur de la période communiste, qui est également devenu un musée retraçant l'histoire de la dictature communiste. Hoxha est victime d'une crise cardiaque en 1973. Il ne se remettra jamais complètement. Il transmet ses fonctions à Ramiz Alia et meurt le 11 avril 1985 à l'âge de 76 ans. Des milliers de gens défilent dans la tristesse pour voir sa dépouille. Alia lui succède comme premier secrétaire du Parti communiste et en 1990, il autorise le multipartisme. Très vite, les soulèvements de la population s'enchaînent. Le 20 février 1991, des milliers d'Albanais manifestent dans les rues de Tirana et abattent la statue monumentale d'Enver Hoxha. Le 31 mars 1991, les premières élections libres portent Ramiz Alia à la présidence.
Devant les contestations continuelles, il démissionne en 1992 et c'est Sali Berisha, un cardiologue réputé et meneur de la contestation, qui devient président. Il lutte contre la corruption et institue un véritable régime démocratique. La transition du communisme au capitalisme s'est avérée extrêmement difficile. Des migrations importantes de population, principalement vers l'Italie, la Grèce et les États-Unis, ont eu un effet dévastateur sur l'économie albanaise. Ce mouvement d'émigration économique se poursuit encore, car en 2008, l'Albanie comptait 3,2 millions d'habitants, alors qu'en 2016, il n'était plus que 2,9 millions. Edi Rama, un artiste peintre exilé à Paris, revient en Albanie en 1998. Il devient successivement ministre de la Culture, puis maire de Tirana. À ce poste, il entreprend une politique très dynamique mais controversée de rénovation de l'espace urbain. Les immeubles sont repeints de couleurs vives. Les bords de la rivière Lana font l'objet de réaménagements. Les résultats sont très spectaculaires et certains accusent le maire de faire une politique de la poudre aux yeux. En 2013, Edi Rama devient Premier ministre de l'Albanie, poste auquel il est réélu en 2017. Il est toutefois très contesté car la corruption gangrène son gouvernement et en 2019, de nombreuses manifestations demandent sa démission. Dans un pays cadenassé, sortant exsangue d'une dictature paranoïaque comme le XXe siècle a su en créer, Tirana, avec ses 600 000 habitants, est maintenant une ville effervescente, vivante, aux 1000 facettes. Tirana est devenue une nouvelle destination parmi les métropoles touristiques, car elle offre un air totalement différent des capitales de ses pays voisins. Mère Teresa, c'est le nom donné à l'aéroport de Tirana, car Sainte Thérèse de Calcutta était albanaise. Cet aéroport accueille maintenant plusieurs vols par jour provenant des principales villes européennes. Commençons notre visite par la place centrale de Tirana, la place Skanderbeg, autrefois lieu de rassemblement des manifestations à la gloire du dictateur. Le centre de l'esplanade est occupé par une statue équestre en bronze de Skanderbeg, inaugurée en 1968 à l'occasion du 500e anniversaire de la mort du héros. Jusqu'en 1981, la place abritait également une monumentale statue d'Enver Hoxha. Pendant la période d'occupation italienne, Florestano di Fausto, un des architectes de Mussolini, construisit les bâtiments administratifs bordant la place. Ceux-ci sont actuellement le siège de différents ministères. Plus tard, la place fut dotée d'un grand monument de style soviétique, le Palais de la Culture, commencé en 1959. Il fut achevé par des architectes chinois au moment de la rupture du régime albanais avec l'Union soviétique. Cette bâtisse abrite l'opéra et une bibliothèque. Quelques vestiges de la période ottomane sont toujours visibles, parmi lesquels la célèbre Tour de l'Horloge, construite en 1827, et la mosquée Ethem Bey, classée monument historique, et dont la construction remonte à 1794. Le musée national historique est également situé sur la place Skanderbeg. Inauguré en 1981, ce musée est le plus grand musée d'Albanie. Le bâtiment, à l'allure imposante, relève de l'esthétique soviétique et se distingue notamment par une immense mosaïque monumentale inspirée du réalisme socialiste et représentant l'élan du peuple albanais vers son indépendance et son identité. En remontant le boulevard des Martyrs de la Nation, nous passons devant la Galerie d'Art nationale.
Cette institution, riche de plus de 500 000 œuvres, est l'un des plus beaux musées des Balkans. Les collections sont consacrées à l'art communiste, avec une salle dédiée au réalisme socialiste albanais, qui érige en modèle un homme nouveau. Adjacent au musée se trouve l'hôtel d'Haïti qui était exclusivement réservé à l'élite communiste qui avait affaire à Tirana. En face de l'hôtel, dans le parc Rigna, c'est-à-dire le parc de la jeunesse, on découvre un complexe de cafés et de restaurants au nom de Taïwan. Ce nom a été donné à cette bâtisse car sa construction s'est faite au moment où Hoxha rompait avec la Chine de Mao. C'est un lieu de repos et de promenade très prisé. Après avoir traversé le pont sur la Lana, sur le même boulevard, on croise la pyramide. Elle fut construite par la fille d'Enver Hoxha, qui était architecte. Recouverte de catelles blanches, c'était le musée Enver Hoxha, qui ouvrit ses portes en 1988, soit 3 ans après la mort du leader, mais fut transformé en salle de congrès dès 1991 à la chute de la dictature communiste. Il est actuellement à l'abandon. Plus loin se trouvent les bureaux du Premier ministre en face du bâtiment qui abritait autrefois le comité central du Parti communiste albanais. Le boulevard des Martyrs de la Nation traverse le quartier de Bloku, un quartier de Tirana autrefois interdit d'accès, car réservé aux dignitaires du parti et protégé par des bunkers. On peut encore y voir la maison d'Enver Hoxha. Le quartier est désormais le quartier le plus cher et le plus cosmopolite de la capitale. Lieu privilégié de la jeunesse, on y trouve un nombre incalculable de bars, nightclubs et magasins de tout genre. C'est un véritable petit Brooklyn. Enfin, le boulevard se termine sur la place, devant l'université. L'université de Tirana a été créée en 1957 par le dictateur, puis remplacée en 1991 par l'actuelle université de Tirana, ainsi que l'université polytechnique de Tirana. C'est la plus grande université publique du pays qui comprend 6 facultés. Quittons le boulevard pour suivre la Lana jusqu'à la grande mosquée de Tirana. Tirana disposait d'une seule mosquée pouvant accueillir à peine une 60aine de personnes, alors que la capitale albanaise compte 70% de musulmans européanisés. Mais le grand frère turc a décidé de venir en aide aux Albanais. En 2015, commença la construction de la plus grande mosquée des Balkans, qui compte 4 minarets et se situe à côté d'une nouvelle église catholique. Quittons maintenant le centre-ville pour nous diriger vers le mont d'Haïti. Le mont d'Haïti, qui culmine à une altitude de 1613 mètres, est un parc national. Le Dahiti Express, qui mène au sommet, est un téléphérique de construction autrichienne qui constitue une attraction touristique populaire, surtout les week-ends. Du sommet, on a une vue prodigieuse sur la ville. En hiver, la montagne est quelquefois couverte de neige, et c'est un lieu de villégiature populaire pour les habitants de Tirana, qui voient rarement des chutes de neige. On ne peut pas quitter Tirana sans prendre le frais dans le grand parc au bord d'un lac artificiel, dont le jet d'eau tente de concurrencer celui de la rade de Genève. Cet endroit de promenade très fréquenté se trouve juste derrière l'université
et comprend de nombreux restaurants et guinguettes. À côté de Tirana la multicolore, l'Albanie possède encore des richesses culturelles et des paysages que nous découvrirons lors d'un prochain documentaire.